On dit que l'Estrie, c'est une belle région où il fait bon vivre, comme quoi que c'est une région qui est riche. Il y a beaucoup d'espaces verts, il y a des montagnes de ski, il y a des terrains de golf, il y a la forêt, la chasse, il y a aussi la tranquillité, les lacs, la pêche. Tu sais, c'est une belle région là, pour ça. C'est clair, mais ça a des effets pervers aussi, là, d'un autre côté. Ça, c'est un peu le drame de ce qui arrive dans bien des campagnes, c'est que maintenant, les gens n'habitent plus les campagnes. Ils sont des beaux spots, ils font un chalet, ou bien ils transforment une maison, ils viennent l'été. C'est que ça change la vocation de la campagne. J'aurais aimé être encore ici, tu sais, j'aurais aimé ça, avoir la ferme puis pouvoir travailler encore, mais malheureusement, mon père il a vendu, mais ça représente mon milieu de vie, tu sais, dans le fond. C'est bon qu'on développe, c'est bon que les gens de l'extérieur viennent chez nous. Ça transforme un milieu, ça enrichit le milieu. Mais je veux dire, il faut s'occuper aussi de ceux qui sont là et qui ont perdu. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est là le questionnement. Quand tu écoutes la télé ou tu écoutes les commentaires à radio, il me semble qu'ils fessent tout le temps sur le plus faible, puis ils veulent pas une répartition non plus égale. Le monde sont de plus en plus égoïstes. Tu te moules ou tu te crèves dans la société. That's it. C'est pas facile de s'intégrer. C'est juste pas facile de s'intégrer dans un appartement. Après ça, on se demande comment on fait pour pogner une job, ou de quoi. Depuis 15 ans, je m'étais rebâti une carrière. Il me semble que je faisais rien de mal, rien. Je travaillais, tu sais. Puis tout d'un coup, tu perds tout. Parce qu'à un moment donné, tu deviens comme une machine, hein. Tu sais, je veux dire, une journée, je n'avais pas assez, ça m'aurait pris 2 jours parce que tu cours. Fait que tu prends pas le temps d'écouter ton corps. Tu te fais identifier rapidement. Ah, ben regarde, ça fait 2 jours qu'il n'est pas sorti, il travaille plus. Oh, c'est-tu plate, hein? Fait que je suis partie de bien haut, et puis j'ai descendu bien bas, assez pour me ramasser sur le bien-être social, à 604 pièces par mois. Puis il faut survivre. Quand les gens disent aux gens les plus démunis, vous êtes pauvres, c'est de votre faute, ça démontre l'ignorance des mécanismes sociaux du monde dans lequel on vit. La pauvreté, au lieu de voir ça comme un truc collectif, mais on veut personnaliser la pauvreté, puis on veut remettre la faute chez la personne. Fait que déjà qu'elle a beaucoup d'enjeux ou de difficultés à se placer ou à s'insérer, elle vit déjà beaucoup d'échecs ou de difficultés. En plus, on met une pression sociale par notre système économique, par de performance, puis de... faut que tu sois très, performant, puis compétitif. La pauvreté n'est pas le résultat d'un choix individuel. La pauvreté est le produit d'une société très spécifique qu'on appelle la société capitaliste. La capacité à une minorité de s'accaparer des richesses fait en sorte qu'effectivement, il y aura toujours des gens laissés de côté au final de ce processus. Le fait que les gens se sentent responsables personnellement de leur situation, ça peut faire l'affaire de bien des gens qui sont en situation de pouvoir et ça peut faire aussi l'affaire des gouvernements. S'il y a des gens pauvres, c'est pas parce qu'il manque d'argent. S'il y a des gens pauvres, c'est qu'il y a de l'argent qui est mal redistribué. Bien entendu, il y a des gens plus ou moins travaillants, il y a des gens qui font plus ou moins d'efforts, tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec la pauvreté. C'est un mélange et c'est en fait beaucoup la démagogie néolibérale qui fait en sorte de souvent aller chercher 1 ou 2 exemples pris au hasard pour dire « Ah, voilà, c'est de la faute de telle personne qui ne travaille pas, telle autre personne qui ne travaille pas. » C'est culpabiliser les gens pour ce qui est en fait le résultat d'une dynamique sociale.
Tu sais, quand tu parles avec le monde puis tu prends le temps de les écouter, ils n'ont pas eu la vie que moi j'ai eue ou que je connais pas votre vie, mais des affaires hard, puis ça lâche pas. Tu sais, ça a parti quand t'es né, puis jusqu'à 25 ans, tu peux avoir mangé des claques en arrière de la tête. Après ça, il faut utiliser cette personne-là. Hey, lâche le BS, trouve-toi un job. Tu sais, hey, tu sais, faut partir plus faut partir des racines de la personne puis de reconstruire un bout qui a été déconstruit beaucoup, là. Je pense que c'est important de se rappeler qu'on n'est pas tous égaux avec les mêmes chances. Tu sais, quand tu nais dans une famille moins nantie, il y a des chances que tu n'aies pas les mêmes chances que d'autres. Celui à droite est en céramique. Celui à gauche est en bois. J'ai grandi avec mes grands-parents qui m'ont élevé moi, mon frère, puis ma grand-mère elle a eu son dernier à sa ménopause. C'était les plus beaux moments de ma vie. Puis jusqu'à quel âge t'es resté là? 7 ans. Après ça? 7 ans, ma mère est venue nous chercher, puis elle nous a monté à Milton, en Ontario. Fait que là, mon calvaire a commencé. Parce que son chum me battait. Fait que là, ma misère, c'est là que ça a commencé à dérouler. Tu sais, cruauté mentale, me faire battre, tu sais, des planches à bois m'en fait casser sur le dos en masse. Après ça, abus sexuel par son chum, de 9 ans à 14 ans. Puis moi, je suis partie à 14 ans parce que ma mère était venue me voir dans la nuit, puis avec un couteau. Elle m'avait ouvert ici. Puis elle m'avait dit, il y en a une de nos deux qui est trop, cette terre-là. Fait qu'à 14 ans, ben, je me suis en allée au DPJ. J'ai dit, garde, si vous me sortez pas, ben moi, je fais une fugue. Puis là, ça prenait des preuves parce que dans le temps, il sortait pas comme ça. Fait que là, j'ai montré ma marque de couteau. Fait que la même journée à 5 heures, je suis partie. Il m'avait sorti de chez nous. Fait que là, j'étais un bon bout sans avoir de contact, puis je me suis juré sur la tête de Dieu que jamais je retournerai rester chez ma mère. Après ça, ben j'ai rencontré le père de mes plus vieux. Je tombe enceinte. Fait qu'à 17 ans, j'étais mère de famille. Fait que j'ai pris mes responsabilités. Après ça, ben à 29 ans, j'ai eu mes 5. Fait que, mais pas du même père, là. Parce que le père des plus vieux, on dirait que tu recherches inconsciemment, c'est que tu recherches tout le temps le type de ce que tu as vécu. Tu sais, fait que le père des plus vieux, ben il me battait, la cruauté mentale, physique. Physique, tu te remets, tu sais. Mais mental, là, c'est que c'est long. Puis il faut que tu suives des thérapies parce que, tu sais, tu n'as plus d'estime de toi, tu sais, là, tu sais, comme dans ta tête, ben t'es plus bonne. Il y a des besoins de base à combler avant d'être en mesure que ça se rende là. Que ce soit l'affectif, si c'est un problème avec ton enfant, c'est là. T'sais. Fait que ça peut plus monter là. T'sais. Fait que les enfants à l'école, c'est ça aussi. Parce que si tu as bien mangé, si tu as bien dormi, puis après ça, si à un moment donné, là, ben, ça va bien dans ta vie, des petites affaires qui te dérangent, mais ça va bien. Mais si à un moment donné, t'es préoccupé, c'est fini. Ça monte plus. Ça monte plus là. Fait que moi, je le vois avec les adultes, mais je suis convaincue que c'est ça avec les enfants. C'est qu'à quelque part, ça peut plus la maltraitance, la séparation de parents, bon, peu importe, là, ben, les enfants sont plus là. Fait que c'est sûr qu'ils en perdent des années. Bien là, en ce moment, on se trouve à Stoke. Ça, c'est la petite ferme aussi que j'ai grandi pendant 6 ans. Mon père il a eu cette ferme-là pendant 10 ans à peu près. Puis avant ça, c'était la ferme à mon grand-père. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais des troubles de comportement. Alors, mettons que ça se passait pas tellement bien. Puis j'avais pas d'amis, puis je me faisais pas mal détester à l'école là, à cause de mon comportement agressif. Puis j'étais assez immature, pervers, tu sais, tout le temps des niaiseries, par rapport. J'essayais de trouver une façon d'attirer l'attention, parce que je trouvais que j'avais pas assez d'attention. Puis c'était ma seule façon de faire ça, dans le fond. Ce qui arrive, c'est que ma mère, elle m'envoyait souvent à Tintamarre une fois par mois, une genre de place pour
pour enfants avec des genres de problèmes, là, comme moi, c'était troubles de comportement, elle disait que c'était pour avoir des répits puis tout, de moi, puis ça m'aidait puis tout, mais moi, j'aimais pas ça, parce que, j'étais avec plein de monde que je connaissais pas, puis du monde, des fois, qui criait, puis du monde, fou un peu, Puis moi, j'aimais pas ça, ça, c'était une affaire qu'on était vraiment pas d'accord, j'en prenais un coup parce que moi, je pensais que c'est parce que ma mère en m'aimait pas quand elle m'envoyait là. Qu'elle me détestait, puis dans le fond, c'était plus pour m'aider que d'autres choses. Les conditions de vie dans lesquelles on vient au monde, si on vient d'une famille plus pauvre, il y a beaucoup plus de chances qu'on demeure dans la pauvreté, tout comme, à l'inverse, qu'on vient d'une famille plus aisée, plus riche, on va pouvoir avoir des outils au niveau de l'éducation, au niveau du capital, bien entendu, qui vont nous permettre de se reproduire socialement d'une génération à l'autre. Le milieu familial est le premier lieu de socialisation des enfants. C'est que si le milieu familial est pas un milieu qui encourage les enfants à faire le devoir, à aller à l'école et tout, puis si effectivement à ça s'ajoutent des conditions matérielles comme à cette école-là, on nous parle souvent d'alimentation. Si tu vas à l'école puis tu as faim le matin, il y a un problème là. Comment tu veux apprendre si tu as l'estomac dans les talons? Donc tout ça, tous ces facteurs de risque-là mis ensemble font en sorte que le cycle de pauvreté se perpétue et que c'est totalement faux de dire quand tu veux, tu peux t'en sortir de la pauvreté. Parce que ce qui arrive, c'est que moi, j'ai beaucoup de misère à finir mon secondaire, puis puis c'est ça, moi, les études, c'est pas évident pour moi. Alors, tant que j'aurai pas fini, je pourrai pas avoir un métier qui va être payant, puis je pourrai pas me sortir de la pauvreté. Alors, c'est sûr que pour moi, c'est pas évident. Ce qui est arrivé, c'est que mon père, il voulait avoir une ferme plus grosse, plus belle. Puis c'est à cause de ça que mon père, il a vendu dans le fond parce que c'était pas... il voulait avoir de quoi de plus gros, mais il a fait faillite parce qu'il n'arrivait plus à payer ses dettes, puis il a fait faillite à cause de ça. C'est vraiment difficile pour les jeunes agriculteurs de vivre de leur métier. Il y en a beaucoup qui sont endettés, ne sont pas capables de faire des paiements sur leur capital. Ils font juste payer des intérêts. Ils travaillent 80, 100, 120 heures par semaine pour avoir juste de quoi pour survivre. C'est pas évident. Puis tout le système de subventions agricoles est fait pour les gros producteurs, puis spécialisé dans une agriculture spécifique. Donc, c'est difficile pour les petits de sortir de ça. Donc, il y a beaucoup ici en Estrie de fermes qui ont fermé, qui ont cessé leurs activités. Franchement, là, si je gagnerais à la loterie, là, mon rêve, ça serait de... Je m'arrangerais pour acheter cette ferme-là ici, avec la maison, puis tout, puis les terres, puis tout. Ça serait ça, mon rêve. Pour que ça reste dans la famille. Moi, elle est parfaite, cette ferme-là. Là. Moi, ça me dérange pas qu'elle soit vieille puis tout. Là. C'est plus important ça qu'une ferme de 2 millions. Là, La pauvreté, moi, ça a plusieurs aspects, puis ça va toucher plusieurs aspects de ta vie. Parce que quand déjà, à la base, tu n'as pas les mêmes chances monétaires que quelqu'un d'autre, effectivement, tu ne côtoieras pas les mêmes milieux, tu n'auras pas la chance d'avoir les mêmes opportunités au niveau de l'éducation, au niveau de la salubrité même des appartements que tu vas habiter. Tu vas être peut-être des fois aussi pauvre au niveau social, en fait. Les réseaux sociaux, des fois, peuvent te mettre à l'écart. La société va te tasser. Fait que encore là, c'est une inégalité. Vous allez suivre ma traîne, dans le fond.
Au début, c'était un travail, c'était une corvée. Là. Mais avec le temps, ça en est devenu une façon de m'approcher des gens. Parce que je savais pas comment m'approcher du monde. Fait que, puis parler avec des citoyens, des fois, c'est pas tout le temps facile parce que c'est pas tout le monde qui veut parler avec des gens comme moi. T'sais. Les préjugés, c'est le principal obstacle de lutte à la pauvreté. Le premier préjugé que je suis pas capable d'entendre, c'est au lieu de donner du poisson, on va apprendre aux gens à pêcher. Première chose, quand on va à la pêche, ça prend un lac. Ça prend des poissons dans le lac. Faut que tu te rendes au lac. Ça prend un moyen de transport. Après ça, ça prend une chaloupe pour aller sur le lac. Une canne à pêche, de l'équipement, ça veut dire un hameçon, des vers de terre. Après ça, il faut que tu reviennes chez vous. Aussi, pour pêcher, il faut que tu sois habillé. Tu aies un manteau, convenablement. S'il mouille, en tout cas. Tu retournes chez vous. Après ça, le poisson, il faut que tu le fasses cuire. Faut que tu le prépares. Ça te prend une habitation, ça te prend de l'équipement pour le faire. Donc, ça prend plusieurs choses. Il y a quelqu'un qui a passé ça. Il y a une autre place. J'ai été élevé d'une famille un petit peu, pas dysfonctionnelle, mais un petit peu monoparentale, si on veut. Mais à part ça, à 8 ans, j'ai été placé. Puis à 8 ans, je me suis fait placer en psychiatrie parce que j'avais des problèmes de déficit d'attention et tout. Puis ma mère savait pas comment s'occuper de ses 3 enfants en même temps, parce qu'elle était toute seule. Fait que la DPJ a pris le contrôle, dans le fond. J'ai fait tous les centres d'accueil de Montréal, dans le fond, tu sais. Puis c'est ça, c'est là que j'ai commencé à consommer aussi. Vers l'âge de 12 ans, c'est ça, j'ai commencé à me tenir dans les écoles pour ceux qui ont des problèmes de, de comportement, là, comme le Mont-Saint-Antoine. Là. J'ai été au Mont-Saint-Antoine pendant comme 2 ans aussi, jusqu'à temps que je commence à me tanner de l'école puis tout, puis de l'enseignement. Fait que j'ai commencé à me tanner dans la rue à Montréal. C'est ça. Moi, ça commence déjà bien. Hein. Moi, je vois ça positif. T'sais. Je regarde pas ce que... Je me fais jamais d'attente sur l'argent. L'argent, elle est là quand elle est là, puis quand il n'y en a pas, il faut apprendre à être heureux sans en avoir. Puis c'est pas tout le temps facile d'être heureux sans l'argent. C'est la seule réalité, mais tout le monde. Ça, c'est moi. Hein? À 18 ans, sur le coin de la rue Bleury à Montréal. On a été photographiés, nous puis les courriers à vélo. C'est pour me rappeler d'où je viens, je la regarde, mais je fais pas de la victimisation. Je me dis, je suis beau encore. Je veux dire, moi, mon but, c'est de me retrouver avec mon poids santé. Moi, j'ai engraissé, j'ai fait une dépression en 2005. J'ai engraissé mon homme jusqu'à 300 livres. J'étais rendu ballon, puis je faisais plus rien. Je me crissais de tout le monde. Je mangeais, puis je dormais, puis je mangeais, puis je dormais. Puis j'avais plus de motivation dans la vie. Tu bois un matin? Oh là 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 là. Non, ça me tente pas de fouiller dans celle-là. Il y a eu des seringues trop souvent dans celle-là. Je connais pas personne qui veut pas s'en sortir de sa situation. Il y a des gens, justement, qui ont des problèmes tellement profonds qu'ils ne trouvent pas d'issue comment s'en sortir. Mais pas parce qu'ils veulent pas s'en sortir. Il n'y a pas le pouvoir de s'en sortir. C'est comme si tu es dans un train, mais tu as manqué le TGV, mais il est déjà parti. Fait que tu peux comme pas récupérer. Fait que je trouve que là, ça crée encore plus de situations précaires, de situations complexes. C'est lourd. C'est juste lourd à supporter tout le temps, là, tout le temps. On dirait que tout arrive en même temps, tout le temps, puis ça s'enchaîne. Conséquence par-dessus conséquence, puis je me dis, où c'est que je vais aller, moi? S'il arrive un fois, mettons que la propriétaire, mettons qu'elle m'avait crissé dans la rue, là, moi, je l'ai appris, ça, avec le temps, à prendre mon esti de trou puis fermer ma gueule, là. Tu sais? Sauf qu'à un moment donné, à force de prendre son trou, mais ça explose. Quand ça explose, mais ça explose pas vers les bonnes personnes, puis ça sort pas de la bonne manière, puis je peux être méchant, tu sais. La pauvreté, c'est celui qui... Il n'y a pas de sous. Il n'y a rien. Le
monde le regarde comme si c'était un extraterrestre. Là, ceux-là sont plats. La seule pauvreté que moi je vois, c'est la solitude. La personne est seule, il n'y a rien. Tu sais, t'as pas personne à qui parler, à qui jaser, à qui... Moi, tu me dis pauvreté, ma vision de la pauvreté, je dis tout de suite isolement. C'est le mot qui me vient en tête directement parce que justement, juste manger avec un chèque d'aide sociale, puis payer ton logement, c'est déjà beaucoup. Fait qu'il reste plus beaucoup de budget là-dedans pour faire des loisirs, rencontrer des gens, puis aller au cinéma, tu sais, quelque chose que nous, on peut trouver banal, mais que c'est quelque chose de gros quand tu vis sur un chèque de 600 $ par mois. Nous sommes ici à Sherbrooke, dans un lieu où vivent des personnes qui ont eu accès à des logements de type HLM, on appelle ça des habitations à loyer modique. Donc ici, à Sherbrooke, comme ailleurs au Québec, la liste d'attente est faramineuse. Jusqu'à très récemment, c'était les personnes, entre guillemets, les plus poquées qui avaient le plus haut pointage qui allaient vivre en HLM. Donc, par exemple, si vous habitez, comme ici à Sherbrooke, vous avez un lieu là, où c'est 78 personnes seules qui demeurent dans ce HLM-là, c'est bien connu que c'est le ghetto santé mentale. Donc là, t'as beau avoir un logement subventionné, lorsqu'on met ensemble presque 80 personnes, puis que ces personnes-là ont des problèmes de dépendance, de santé mentale et tout, c'est explosif comme situation. Fait que tout l'enjeu, dans le fond, c'est comment, effectivement, on peut intervenir dans ces quartiers-là pour que briser le cycle de la pauvreté et faire en sorte que ces quartiers-là ne soient pas constamment stigmatisés et tout, là. Effectivement, un terme qui est utilisé dans la littérature, c'est qu'on va parler de trappe sociale. Et donc, ça, c'est un enjeu extrêmement important parce qu'ici, à Sherbrooke, il faut savoir qu'en milieu famille, déjà, il y a quelques années, 50 des personnes qui vivent dans des HLM de type famille sont des personnes issues du milieu de l'immigration et particulièrement des personnes réfugiées qui ont accès à des logements comme ici, qui c'est un milieu qui n'a pas beaucoup de capital social. Donc, lorsque des personnes réfugiées viennent ici et ont accès à du logement subventionné, pour ces personnes-là, il n'y a pas de stigma d'avoir accès à un tel type de logement. Sauf qu'ici, il n'y a pas beaucoup de réseautage, c'est un milieu assez clos, donc ça peut avoir l'effet, au lieu d'avoir un effet levier, ça a un effet de trappe sociale. Bref, tout ça pour dire que toxicomanie, santé mentale, les enjeux d'immigration, le cycle de la pauvreté, l'exclusion se vit encore une fois dans certains quartiers. Et ici, on est sur la Wellington Sud, à Sherbrooke toujours. C'est une rue qui a beaucoup changé avec le temps. Il y a Wellington Sud, il y a Wellington Nord. La ville, selon moi, pensait que la Wellington Sud se développerait plus. Ils ont tout mis ça en briques, si on veut, en pavé uni. Puis, je ne sais pas si vous pouvez regarder, mais les bars sont rendus à moitié fermés, il n'y en a plus. Au niveau des commerces, ça a quand même été beaucoup délaissé. Beaucoup de restaurants qui ont fermé. Quand on est arrivé, mettons, à 10-12 ans, il y avait l'Arcade qui était là, des restaurants, il y avait beaucoup plus de bars. Là. Il y avait au moins 5-6 bars de ce côté-ci. On dirait vraiment une démarcation. Tu sais, du côté sud, c'est très pauvre. Puis là, du côté nord, d'un coup, c'est des boutiques quand même qui demandent d'avoir un peu de sous pour pouvoir en profiter. Là. Fait que c'est vraiment deux mondes différents, je trouve. Là, en tout cas. Ça fait deux fois qu'on nomme les arcades, mais je le renomme parce que quand j'ai commencé en travail de rue, c'était une place où tu avais tout le temps de 50 à 200 jeunes qui étaient présents dans cet endroit-là. Puis ça faisait un lieu de rassemblement où nous, on pouvait aller, où on pouvait jaser avec eux autres, où on les voyait. Ça a vraiment changé. Là. Il n'y a plus ça à Wellington. Ça a pris comme de l'adaptation quand même parce que les spots sont où? Ils sont plus dans les apparts. C'est plus difficile de rentrer là. Il faut avoir des bons liens. Fait que c'est moins accessible.
l'impression qu'on tend de plus en plus à droite au niveau politique, tranquillement pas vite, en disant que le libre marché, dans le fond, a le plein pouvoir ou la façon dont on bâtit nos économies, c'est vraiment... finançons les gens qui eux-mêmes vont être capables de ressortir du lot, de faire marcher des grosses entreprises avec des grosses affaires, mais ça fait que au nombre, j'ai l'impression, en tout cas, que quand tu investis dans ces affaires-là, tu investis moins dans le local, dans ton économie de quartier, de région. Puis ces petits commerces-là qui n'ont plus de support ou organismes, peu importe, où les politiques coupent, là, à ce moment-là, ça fait que c'est du monde qui sont comme tassés parce que c'est toujours le plus fort qui vient chercher la grosse partie du marché. On va leur reprendre. On va leur reprendre, ça se fourrer dans les jambes. Ça ici, c'est un espèce de parc industriel qui doit dater d'à peu près une quinzaine d'années. Hein? Il y a 2 endroits à Cookshire où ça s'est vraiment développé au niveau là, des entreprises. Là. Mais ça aussi, ça engageait beaucoup de travailleurs non spécialisés. Okay? Des gars qui pilent de la planche ou des gars qui travaillent dans des moulins à scie. C'est pas des gars qui sont très, très scolarisés. C'est, comme tu disais, ça fait des bons travailleurs, mais eux autres, quand ils perdent le job à 50 ans, ils sont faits. Là. T'sais, personne qui va y reprendre. Là, Les gens employés souvent dans ce type d'entreprise-là, c'est des gens qui sont peu scolarisés, mais qui travaillent très bien, parce que je regarde avec l'élève, l'adulte qui est chez nous, qui travaille ici, c'est un homme vaillant, c'est un homme qui a plein de stratégies. Débrouillard, ouais. Mais qui a des difficultés à lire et à écrire depuis tout le temps. Et cet homme-là, ça fait 3 jobs, ça fait 3 emplois qu'il perd à cause de la fermeture, pas à cause de lui, à cause de la fermeture d'usine. C'est sûr que lui n'aura pas accès aux emplois de haute technologie, là, parce que lui, c'est sûr que cette personne-là, il n'irait pas suivre une formation technique au cégep ou même un diplôme d'études secondaires. Donc, cette personne-là qui est très vaillante, qui est très débrouillarde, qui a toujours travaillé, si ce type d'usine-là n'arrête pas de fermer, qu'est-ce qui reste pour eux? Moi, je me souviens, quand je travaillais pour la commission scolaire, là, on avait, je pense sur 8 écoles, il y en avait 5 ou 6 qui étaient considérées dévitalisées. OK? Ça veut dire qu'en partant, là, le pauvre petit pit, là, il vient d'un milieu dévitalisé. C'est drôle, mais ça va que les résultats dans cette école-là étaient pas mal moins concluants qu'à une école à Sherbrooke privée où que tous les enfants ont bien mangé puis que les parents viennent leur conduire le matin puis tout va bien. T'sais, c'est sûr qu'on le voit tout de suite quand la relation entre la pauvreté et la persévérance scolaire, même la réussite scolaire, on la voit. Puis ici, justement, c'est tous des gens qui sont issus de ces milieux-là, qui ont eu justement des enfants des fois pas faciles, qui ont été un peu barouettés, qui ont été, pas très encouragés. Des milieux soustractifs, des milieux qui, au lieu de t'encourager à grandir, ils te ramènent dans ton... ils te ramènent au plus bas possible. Fait que c'est dur de sortir de ça. Tu pars avec 2-3 boulets que tu traînes, là. Alors que l'autre petit gars qui vient d'un beau petit milieu un petit peu plus propre, lui, il n'a pas de boulet, là. Lui, il a de l'encouragement, des tapes dans le dos, puis ça va bien, puis... Nous autres, on est un groupe d'éducation populaire qui fait essentiellement de l'alphabétisation. Depuis bientôt 30 ans, on prend pour acquis que tous les gens ont des savoirs qui sont égaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un savoir qui est plus important qu'un autre. Puis il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de connaissance inutile. C'est-à-dire que tout le monde contribue à un savoir collectif. Puis c'est aussi une question aussi d'utilité sociale, de sentir que qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on sait, ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Ça nous donne, dans le fond, une espèce de responsabilité également sociale. C'est d'accorder aussi la chance ou l'opportunité aux gens de pouvoir faire les choses autrement. Pas tout le temps faire les choses pareilles. Il y a des normes, mais les normes ne sont pas bonnes pour tout le monde. Puis ceux qui font les normes auraient peut-être intérêt des fois à se dire, on essaie d'intégrer tout le monde, on veut dire, avec, ça prend un secondaire 5 à tout prix pour faire ici. Non, ça prend. Puis parce que c'est un leurre, pas tout le monde qui peut l'avoir, son secondaire 5. Il y en a pour qui
c'est inatteignable, cet objectif-là. Ça veut-tu dire qu'il faut les mettre de côté? Ça veut-tu dire qu'ils vont être improductifs? Ça veut-tu dire qu'ils vont être... tu sais, il faut donner une chance aux gens de pouvoir faire autrement, de se réaliser autrement que tout le temps selon là, des dictats tu sais, qui viennent d'en haut. Là, tu sais. Pourquoi, selon les néolibéraux, le capitalisme, c'est le meilleur système parmi tous? C'est parce que c'est le système qui correspond à notre nature propre comme être, comme espèce, en fait. Tous les autres systèmes socio-économiques, sociopolitiques qui ont permis aux êtres humains de s'organiser en société depuis 10 000 ans, ça, c'était des systèmes qui étaient autoritaires parce qu'ils brimaient les libertés économiques des gens. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt à développer, disons, des liens politiques qui nous permettent de se réunir, de discuter puis de voter sur ce qu'on veut puis ce qu'on veut pas. Ce qu'il faut, ce qui correspond à notre nature comme personne, comme individu, comme être humain, c'est le travail productif, libre que je fais sans devoir rendre compte à personne. Et si dans la collectivité, il y a certaines personnes un peu réfractaires à leur propre nature qui ne veulent pas travailler, pas faire d'efforts, ben ce sera tant pis pour eux. On sait que dans le monde occidental, il y a une présence des référents individualistes depuis 2, 3, 4, 500 ans, mais le néolibéralisme travaille sur cette présence-là pour le radicaliser. Il faut réussir, mais réussir pas avec les autres, réussir contre les autres. Deuxième élément, c'est une intériorisation, que l'individu intériorise les normes financières, les normes de l'économie financière, c'est-à-dire gérer sa vie comme un investissement, comme du capital. Ah, la maison. J'aurais pu choisir d'être premier ministre, mais j'ai choisi d'être comédien. Puis j'ai foiré un petit peu, là. Fait que ça a fait que me v'là comme ça. Avec un revenu minimal, un loyer trop cher. Bien, tous les loyers sont trop chers, tu sais. Ça, c'était le dernier spectacle que j'ai fait, qui s'appelait Daniel pis sa gang, qui... Dans le fond, je lançais la semaine sur la santé mentale au Québec, mais je la lançais en estrie. Et je parle de ma santé mentale à moi, d'un diagnostic qu'on m'a donné que j'ai trouvé très drôle. Puis j'ai dit, explique-moi ça. Puis là, mon médecin m'a dit, c'est comme si tu avais plein de petits tiroirs dans ta tête, puis tu as plein de pathologies, mais tu les as pas. Tu sais, c'est, oups, il arrive quelque chose, puis... Fait que j'ai dit, il faut que je fasse un show avec ça, ça n'a pas d'allure. Fait que j'ai fait un show. J'ai un petit côté plus efféminé, mettons, que masculin. Puis ma famille, il y a des gens dans ma famille qui ont décidé qu'ils feraient un homme de moi quand j'avais à peu près 12 ou 13 ans. Puis ils ont décidé de m'acheter un équipement de hockey puis de m'inscrire dans une équipe de hockey à 7h30 le matin à l'aréna, un samedi. Les gens me niaisaient tout le temps avec ça. Tente pas de jouer au hockey? Non, pas vraiment. J'étais pas dans ce monde-là. Si je te disais, là je vais essayer de respirer. Minimum 4 fois par jour, une volée. Minimum. Ça, c'est en allant à l'école, en revenant dîner, en retournant du dîner, puis en revenant le soir. Si j'avais le malheur de sortir en plus pour aller voir des amis, tu sais, Magog, c'était tout petit, là. C'était comme un peu Quaticook. Genre, j'avais encore une autre volée. De l'intimidation, là, j'en ai eu... Moi, parce que je suis blonde, parce que je suis gay, puis l'autre parce qu'il a les cheveux roux, puis l'autre parce que, bon, trop grand, il porte des lunettes, les oreilles décollées. Je le sais pas. Ils ont un plaisir de contrôle aussi. Ça l'a amené, tu sais, une vie, ça a un début puis une fin, c'est sûr, mais ça a toute une histoire qui se tient aussi. Tu sais, le manque d'estime, la drogue, je m'en foutais d'attraper, je comprenais pas l'hépatite dans ce temps-là, faut que je me disais, c'est pas grave, ça doit se soigner. Je m'en foutais royalement, je l'ai fait. Fait que là, il faut que je prenne ça, faut que je m'organise, comprends-tu? J'ai quand même un standing. Je sors de cette maison. Je ferme, je suis comme si je la ferme. Ça. Je
tes pieds. Il y a des gens qui sont pas capables de supporter la pression que le système exerce sur chaque individu. Parce que aussitôt que tu as dépassé un tel âge, t'es fini, t'es plus productif. Quand t'as pas étudié, t'es pas productif. Fait qu'il y a beaucoup de critères qui se mettent en place pour faire comme si je fais pas ça, si je fais pas ça. Les gens paniquent, ça crée des situations d'anxiété extrême, de stress intolérable. Il y a des gens qui sont pas faits. Je pense pas que l'humain est bâti pour résister à ça à long terme non plus. Fait que ça en crée de la pauvreté. Ça fait des gens qui décrochent du système, qui deviennent dysfonctionnels parce qu'ils se sentent pas comme un membre actif et productif de la société. Qui veut être pauvre? Qui veut aller chercher un chèque d'aide sociale? Tu sais, personne. Personne veut aller là. Tu sais, faut que tu piles sur ton orgueil en tabarouette là, pour aller chercher un chèque d'aide sociale. Le monde va tout faire pour pas se retrouver dans la pauvreté. Quitte à la cacher, à la masquer. On va la masquer par des vêtements, on va la masquer par son attitude, mais il n'y a personne qui veut vivre la pauvreté. On vit dans une société riche et la dernière chose qu'on veut être dans une société riche, c'est être pauvre. Allô, Manon. Je m'en viens te remplacer. Ici, on est à la boutique Accent Chaussures. C'est comme le nom le dit si bien, c'est une boutique de chaussures où j'ai travaillé pendant un petit peu plus d'1 an. Au bout d'1 an et demi, j'ai dû arrêter parce que mon état de santé ne me permettait plus d'être fiable au niveau de l'ouverture du magasin. C'est beaucoup de fatigue, puis des fatigues incontrôlables. Fait que si je suis pas capable de me réveiller, à 9 h, la porte ne s'ouvrait pas ici, j'étais toute seule. Fait qu'à un moment donné, c'est là qu'ils ont commencé à demander de l'aide. Moi, en plus, j'étais déjà en répétition pour le dernier spectacle. Fait que, tu sais, ça faisait comme des très longues journées de travail. Fait que c'est pour ça que j'ai arrêté de travailler ici. Pas parce que j'aimais pas l'équipe, pas parce que j'aimais pas le travail, au contraire. Je constate que le travail ne fonctionne pas pour ces gens-là, comment il est pensé concrètement. Parce qu'ils ont mal à l'âme, ils ont mal dans ce qu'ils sont. Puis on demande d'être productif, on demande d'être adéquat, on demande d'être quelqu'un qu'ils sont pas, puis ils ont besoin de soutien, puis ils ont besoin qu'on leur dise qu'ils sont quelqu'un. Mais on les met déjà à part, tu sais. Ils veulent pas dire qu'ils sont sur l'aide sociale. Ils ont intégré qu'ils étaient inaptes dans toutes les sphères de leur vie. Fait que l'étiquette qu'on a mis les a eux-mêmes placés en dehors, mais ils se placent eux-mêmes. C'est l'ensemble du système qui fait que la personne elle devient carrément inapte à faire quoi que ce soit. Parce que tu dis, bon, ben, ça donne quoi? Tu sais, la personne elle va faire des efforts, elle va travailler sur, mettons, n'importe quoi, n'importe quel projet ou quelque chose. Mais ça donne quoi? Au bout du compte, rien. Tu sais, là, la personne a du courage. T'es pas fier de dire « j'ai pas d'argent ». Bon, on va juste prendre un café. Oui, mais j'ai pas d'argent. Je sais pas combien de fois j'arrive, je suis allé faire du bénévolat, puis je reviens ici, j'ai rien à manger. J'attends le lendemain pour aller faire du bénévolat, pour avoir une croûte quelque part qui va traîner. Tu viens gêné de ça. Tu te fais identifier. Les gens te jugent, fait que tu t'isoles. Je le comprends pas, ce phénomène-là. C'est comme si j'ai honte d'être un pauvre. Mais tu peux être riche autrement, tu sais. C'est pas juste pécunier, là. La pauvreté, on pense les sous, c'est sûr que c'est important. Mais tu peux te donner une richesse culturelle, tu peux te donner une richesse en t'investir dans ton milieu familial, dans tes amis, tu sais, c'est de la richesse aussi, ça. Mais ça paye pas les comptes. Ça, on n'arrive pas. Je pense que le monde ne sont même pas conscients que de vivre avec 600 pièces aujourd'hui, ça n'a aucun bon sens. Payer un loyer, manger, puis là, en plus, s'il faut qu'il fume, là, il va dans les lignes ouvertes, il va se faire taper ses doigts, tu sais. Bien, la priorité, c'est pour moi, en tout cas, c'est de payer mon logement parce que, de toute façon, le propriétaire est ici le premier à minuit 1, là. Il est en bas pour monter, tu sais. Mais c'est plus que 50 % de mon revenu.
juste avoir accès à un logement. Depuis 1994, il n'y a eu aucune construction de logement HLM, une habitation à loyer modique. Il n'y en a plus de ça. Juste à Sherbrooke, il y a 1000 personnes sur la liste d'attente, puis il y a 1300 logements. Il y en a 100 qui se libèrent par année. Donc, c'est des gens qui demandent d'avoir accès à un logement décent. Tu sais, comme là, je suis sur antibiotiques parce que je fais une infection au poumon. Tu sais, je veux dire, on crache du sang. Ma fille, elle a 20 ans. Elle s'est ramassée 2 jours à l'Hôtel-Dieu par rapport qu'elle a fait comme un genre de petite embolie pulmonaire. Puis de l'autre côté, il y avait, tu sais, elle a du cartilage après les poumons, vu qu'ils sont jeunes. Fait que le cartilage, il avait décollé après le poumon. Fait que c'est tout des problèmes de santé, de champignons, de moisissure. C'est l'insécurité qui engendre tout. Le fait d'en manquer, comme là, j'ai pas de bouffe comme je voudrais, mettons. Dernièrement, là, je me suis négligé beaucoup avec la nourriture, le loyer. Le loyer, mais je dois le loyer complètement, là, ce mois-ci. Tu sais, puis c'est ma réalité, puis ça fesse en esti dans le dash. Je dois 3,90 de loyer, puis j'ai pas de bouffe. Ben, c'est parce que tu peux pas tout à fait manger des 3 repas par jour. Fruits, légumes, c'est plus comme c'était. Tu sais, là, t'achètes vraiment le strict minimum, là, puis ce qui va durer plus longtemps. Tu changes automatiquement, là. T'as plus le même train de vie, là. C'est plus la même affaire pantoute, là. Cette semaine, il y a les ananas en spécial au GA. Un gros ananas pour 1,99 $. Ça vaut la peine de l'acheter à ce prix-là. Tu sais, quand tu fais pas ta liste, ben tu y vas un peu à peu près, puis tu peux... tu checkes pas trop les spéciaux, alors ça peut te coûter plus... Ça peut te faire une épicerie assez chère, alors moi je préfère faire ma liste, comme ça t'arrives là, puis c'est plus facile là, de te retrouver dans l'épicerie. J'arrive à... Bien souvent, il faut que je fasse... j'y aille en 2 shots pour pouvoir être capable de tout amener du coup. Parce que ça rentre pas tout dans mon sac. Là. Je rencontre quelqu'un qu'on rencontre de temps en temps, puis elle est allée chercher un dépannage alimentaire. T'sais. Fait que là, elle est avec sa boîte de bouffe au centre-ville, quand même assez pesant, puis elle habite loin, t'sais. Parce que pour payer moins cher de logement, des fois, il faut que tu t'éloignes. Fait que tu t'éloignes des services aussi, mais elle n'a pas d'argent à prendre l'autobus, elle n'a pas capable de marcher jusqu'à ça avec sa boîte. Fait que là, bon, tu fais quoi? Tu dis, ben arrange-toi, tu sais. Mais là, non, là, tu sais, bon, c'est de voir si quelqu'un peut pas y faire un lift, nanana, mais tu sais, c'est que tu deviens comme un peu, des fois, le taxi, tu sais, de certaines personnes parce que les services, mettons, pour la nourriture, ça devrait être, tu sais, il faudrait que tu habites à côté et que t'es pauvre, presque, tu sais, mais c'est cher, les autobus, là, ça ne cachera pas non plus. Puis en même temps qu'elle fait ça, il faut qu'elle se trouve un emploi. Pendant qu'elle occupe ses 3-4 journées dans la semaine à essayer de trouver de quoi se nourrir, la société lui demande de créer un CV avec quel ordinateur elle va faire ça. Tu penses qu'elle a les moyens à 600$ par mois de se payer un ordinateur? Là, après ça, il faut qu'elle le porte à plein d'employeurs potentiels qui sont sûrement pas à côté de chez eux. Fait que là, transport, pas un autobus, mais sûrement 2, 3, 4. Après ça, présente-toi avec du linge convenable parce que l'employeur, si vous t'es habillé tout croche, c'est quoi qu'il va faire? Il va dire, ben excuse, quand tu seras présentable, tu viendras... Tu sais, fait qu'on compte. C'est complexe, là. Dans le fond, le service travail d'un jour, c'est issu d'une concertation. La table itinérance à Sherbrooke par rapport à un plan d'action contre l'itinérance, qu'il n'y avait pas accès au travail les gens qui étaient très éloignés du marché de l'emploi. Donc, ils ont décidé de créer une alternative, un projet. On s'est dit que le travail, c'est un droit et tout le monde devrait y avoir accès. Et c'est pas parce que tu vis dans une plus grande précarité que tu devrais pas y avoir accès. Fait que c'est pour ça qu'on fournit le transport, le lunch et le matériel. Et c'est des activités de type travail de 6 heures ou de 3 heures. Et c'est une journée, puis c'est sans engagement précis. Bonjour, bon matin! Bon matin!
T'es en forme? Oui! Bon, fait que ce matin, gros tirage, même s'il mouille, tout le monde est là, c'est excellent. Attention, c'est bien brassé, c'est bien plié. C'est mon nom. C'est des gens qui ont de la difficulté à vivre une stabilité au niveau de l'emploi. Parce que présentement, les programmes demandent une très, très grande stabilité. Sur 1 an, 26 semaines, 32 semaines. Nous, c'est vraiment, OK, tu te lèves le matin, tu n'as pas consommé, hop, tu viens, ça se peut que tu sois pigé. Fait que c'est vraiment d'essayer d'aller chercher ces gens-là, justement, qu'on n'a pas d'alternative ou de possibilité pour eux. Et le dernier nom pour les autres personnes, on vous invite à revenir la semaine prochaine, lundi, même heure, même poste, 10 h. Alain, Drapeau. Alain Drapeau. Super, merci tout le monde. Bon, ceux qui ont été pigés, on va passer de l'autre côté. Les gens, ils viennent travailler ici, puis des fois, on part travailler à 5h30 le matin. Puis à un moment donné, je me disais, bien, ils se présenteront pas, c'est trop tôt. J'avais un préjugé moi-même que le lendemain de leur chèque d'aide sociale, ils se présenteraient pas, mais ils étaient tous là à 5h30 le matin. Fait que quand j'entends dans la population que ces gens-là veulent pas travailler, ils veulent, sont là, mais il faut faire une différence entre volonté et capacité. Tout le monde veut travailler, veut y avoir accès, mais des fois, les capacités de notre situation de vie ne nous le permet pas dans l'instant présent. Je sais qu'ils ont de la demande, il y a des listes d'attente. Ben, le monde, ils viennent s'inscrire le lundi, mardi, là. Puis, tu sais, ils sont obligés d'en refuser plein, là. Ouais, faut le Je pense que c'est plus dur de trouver des places, là, des places en milieu de travail, là. C'est pas tout le monde qui est willing pour embarquer dans un projet comme ça. Ça dépend de tes valeurs puis de ton bagage, mettons. Mais ça dépend des entreprises. Il y en a qui veulent pas, tu sais, ils veulent pas gosser avec ça. Non, mais tu sais, des grosses places. Nous autres, c'est petit, on est quand même proches, tu sais. On peut surveiller, voir si le job est bien fait, on peut jaser, on est là, on dîne avec eux autres, tu sais. Mais des grosses places, ils n'ont pas le temps de faire ça, là. Tu sais, c'est ça. Puis avec les employés, puis les employés sont rodés, puis... Je peux comprendre que c'est pas évident pour tout le monde, mettons, là, tu sais. On travaille la flexibilité, on travaille l'endurance. Tu sais, comme ici, là, Je voulais retourner à l'école. les gens qui viennent au travail d'un jour, là, je pensais que c'était des drogués. Tu sais, c'est pas des drogués, là. C'est du monde bien normal. Français, là. Tu sais, la part du monde ne fume pas, tu sais, ou ne boit pas, tu sais. Ou bien que c'est pas la drogue qui nous a emmenés ici ou de la boisson, là. Il n'y a pas d'ouvrage, il n'y en a pas. Parce que on est discriminés, hein. Ils nous discriminent. C'est ça, le gouvernement. Fait que là, après ça, ben là, tu vas faire une demande au bien-être. Mais là, la demande au bien-être, j'ai été refusée. Fait que ça a pris 3 mois. Il a fallu que je me prenne un avocat. Puis là, tout sortir les dépenses, puis où j'ai mis mon argent, puis ci, puis ça. Puis, tu sais, ça finit plus. Puis là, au bout de 3 mois, ben là, bon, OK, c'est accepté. Mais, tu sais, là, je veux dire, si t'as pas d'argent, t'as pas de preuve de revenu, là, pas de loyer. Quand tu perds un peu de ton autonomie, tu perds un peu de toi-même là-dedans, puis tu l'as pas voulu. T'es pas nécessairement quelqu'un de pas bon, t'es pas nécessairement quelqu'un... Tu mérites pas ça. Fait que ça fait qu'en s'appauvrissant, les gens sont plus dépendants d'un système, puis c'est pas ça qu'ils ont voulu nécessairement. C'est un équilibre mental qui fait qu'à un moment donné, c'est confortable de dire non, je suis bien là, je bouge plus, puis je fais rien. Puis c'est confortable. Les mesures d'aide sociale et d'assurance-emploi ne sont pas des mesures de lutte à la pauvreté. C'est des mesures d'assistance. On dit les gens vraiment qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de revenus, on leur donne un minimum, qui n'est même pas le minimum, disons, pour atteindre un niveau de faible revenu, pour se loger, se vêtir, se nourrir décemment. C'est un minimum en dessous, en fait, du minimum. Ce qu'on appelle souvent une sorte de trappe de pauvreté, parce qu'on permet des fois aux gens de travailler un peu à travers ça, mais à fur et à mesure que les gens travaillent, lorsqu'ils sont sous ces programmes d'assistance, ils voient leur chèque d'assistance diminuer. Je me rappelle d'un cas où un jeune, en fait, voulait avoir de l'aide sociale. Lui, il avait décidé de vivre sans aide sociale pendant un bon bout de temps. Il faisait des job-ins, il travaillait un petit peu, puis il mangeait dans les poubelles.
Puis il n'a jamais réussi à l'avoir. Fallait qu'on prouve qu'il était pauvre. Fallait qu'on prouve qu'il mange dans les poubelles. Fallait prendre des photos qu'il mangeait dans les poubelles. Prouve que t'as pas d'argent. En plus, toutes les paperasses qu'ils demandent de remplir à cette heure, de l'accompagnement qu'on peut faire pour des demandes d'aide sociale ou peu importe, c'est rendu extrêmement compliqué. Puis c'est même, pour moi, c'est très compliqué. Des fois, quand je lis tu veux parler à une agente, t'es pas capable. Fait que, je me mets en place de quelqu'un qui sait pas lire, qui sait pas écrire. Tout remplir ça toute seule, puis quand t'as pas de réseau social pour t'aider, que t'as rien, ben c'est une méchante job. Le délai aussi avec l'assurance chômage, avec la réforme, mais ça place les individus dans des situations de précarité plus longues. Une absence de revenus entre un délai, soit l'attente de chômage ou une attente d'aide sociale. Fait que je crois que les délais d'accessibilité ont un impact direct sur les situations là, de précarité des gens. Toutes ces restrictions-là, les restrictions d'aide sociale, de chômage, on veut encore jouer avec les statistiques pour montrer qu'on est une société qui évolue, puis qu'il y a de moins en moins de chômage, qu'il y a de moins en moins de gens sur l'aide sociale. Pourquoi on est de moins en moins de chômage puis de moins en moins d'aide sociale? Parce qu'il y a moins de gens qui sont éligibles. Il y a moins de gens qui sont capables d'en obtenir. Dans le cadre du néolibéralisme, le politicien idéal, c'est pas le politicien qui voit à une bonne justice sociale, à une bonne répartition de la richesse, à une utilisation raisonnée des ressources du territoire. C'est un politicien qui adapte sa nation, adapte sa communauté, adapte son État, adapte son pays aux règles de l'économie mondialisée. Mais il doit aussi jouer un deuxième rôle, qui est un rôle de sécurité. C'est l'État gendarme, l'État traditionnel, l'État du 19e siècle, un État militaire, un État policier qui assure l'ordre à l'interne pour discréditer la contestation, mais ça passe aussi par les coupes dans le financement des groupes communautaires, les coupes dans le financement des groupes populaires. Présentement, c'est un peu le bordel parce qu'on est en train de mettre des boîtes, remplir, mettre les dossiers, archiver ça pour l'envoyer au C3S parce qu'ils vont prendre le relais du dossier. Mais ensuite, nos ordis vont tous être remis au tremplin, nos bureaux aussi. Fait que nos vêtements de chantier, pantalons, casquettes, t-shirts, et tout ça, là, ça va être rapatrié dans un sous-sol d'un organisme communautaire qui va garder la balance en espoir d'une relance éventuelle si jamais il y a un plan d'action qui descend dans les prochains mois pour injecter de l'argent dans la lutte à l'itinérance. Fait que pour le moment, on a le nécessaire dans ces boîtes-là pour tout repartir. Mais aujourd'hui, c'est la fin d'un projet qui se nommait Travail d'un jour. Par manque de financement, justement, là, le projet a dû se terminer. Fait que c'est le fun, le monde ça a bien répondu, beaucoup de médias qui sont là aussi, je pense que le besoin il est là. C'est ça qui se passe aujourd'hui. On espère que ça va se relancer, mais on le sait tout un peu que ça va pas très bien dans les subventions, fait on l'espère. Alors là, on se retourne, on met la clé dans la porte. C'est sûr que c'est très difficile, surtout pour les personnes. On a réussi à mobiliser 440 personnes au projet. On parle de 1080 places en chantier depuis ces 2 années-là, avec des partenariats qui ont été consolidés à travers tout ça. Mais donc là, évidemment, il y a une politique qui a été adoptée par l'ancien gouvernement, mais il n'y a pas de plan d'action qui est descendu. Donc ça nous prend un plan d'action et de nouvel argent pour l'injecter dans la lutte à l'itinérance, pour soutenir des projets comme celui-là, novateurs, qui sont cités dans la politique en itinérance. Et là, c'est sûr qu'en fermant tout ça, pour plusieurs, ça signifie un retour à l'isolement. Puis les gens, tout à l'heure, on en parlait, il dit « Je sais même pas c'était quoi ma vie avant le travail d'un jour. J'ai peur d'y retourner. » L'accompagnement des ressources humaines dans les organisations, mais ça vient avec un financement. Ça vient avec un financement de base pour la mission de l'organisation et non par projet. Ouais. On est tout le temps en train de construire des nouveaux projets, de renouveler. Par organisme, tu as des fois plus de 70 % qui est des dons non récurrents. Fait qu'il faut toujours être en train de créer de nouveaux projets. On ne peut pas avoir une pérennité dans ce qu'on implante.
on les connaît, les besoins des gens. Je veux dire, on sait aussi c'est quoi de culture, c'est quoi de réalité. Puis quand on arrive, quand on est obligé de faire fitter ça dans un cadre qui ne se justifie que par lui-même, dans le fond, tu dis, le gars qui a pensé ce cadre-là, ça donne quoi à qui, là? Nous, dans le fond, on pourrait vous en présenter un projet qui serait en lien avec les besoins, qui apporterait, on va dire, des correctifs, qui apporterait des améliorations, mais il faut essayer de faire fitter ça dans des cadres théoriques, des fois, qui sont complètement à côté de la traque. Fait qu'on procède à l'envers, dans le fond, tu sais. Quand on dit que l'État a une scène dans ses coffres, bien, premièrement, elle n'a pas de coffre. Elle a des tentacules. Son rôle, c'est d'aller chercher de l'argent où qu'il y en a pour la redistribuer où qu'il n'y en a pas. Et elle a le pouvoir de le faire. Mais présentement, il n'y a pas le pouvoir politique de faire ça. On fait le contraire. C'est qu'on diminue les impôts sur ceux qui possèdent l'argent pour en donner moins à ceux qui en ont vraiment besoin. Dès qu'il y a un budget, c'est pas vers les pauvres. C'est pas vers les gens qui en auraient vraiment besoin, là. Dès qu'il y a une coupure, c'est nous autres qu'on est atteints. Ils vont couper sur l'aide sociale, ils vont couper sur le chômage, ils vont couper sur le salaire minimum. Depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, au Québec, on avait 16 paliers d'imposition pendant les années 80, ce qui faisait en sorte que vraiment, on avait un échelonnage de la contribution fiscale des plus fortunés, vraiment plus que les gens gagnaient, plus qu'ils payaient d'impôts, et il y avait une redistribution de la richesse. Aujourd'hui, on a 4 paliers d'imposition. Donc vraiment, l'effet de redistribution est beaucoup moins fort, et il faut le mettre en parallèle avec, depuis la même période, une augmentation des inégalités au Québec. Ces deux éléments-là sont liés directement. Il y a eu beaucoup de transformations au niveau manufacturier. Autrefois, il y a 15-20 ans, c'était un emploi sur 3 qui était en milieu manufacturier. Aujourd'hui, c'est en bas de 20 %. Quand une entreprise ici, à Sherbrooke, en Estrie ou au Québec, ferme pour aller ailleurs, c'est pas nécessairement parce que l'entreprise fait pas d'argent, fait pas de profit. C'est parce que du point de vue des actionnaires, du point de vue des gestionnaires de l'entreprise, s'ils réussissent à délocaliser pour aller soit en Amérique latine, soit en Asie, l'entreprise va pouvoir faire plus de profit. Entre 2001 et 2007, il y a eu 17 000 emplois qui se sont perdus. Donc, c'est des gens qui ont pris des retraites hâtives, et il y en a plusieurs qui n'ont pas pu aussi se recycler dans les nouveaux domaines. Ça change extrêmement vite. Ici, là, c'est clair, il y a je ne sais pas combien d'usines qui ont fermé dans la même année, des magasins. Ces gens-là, s'ils ont 20 ans, ça va, ils vont se trouver un autre travail. Mais s'ils ont mon âge, s'ils ont la cinquantaine, tu te ramasses le chômage, puis après ça, l'aide sociale. Aujourd'hui, c'était la fermeture officielle de l'usine Cascade. Puis ce que ça représente pour moi, dans le fond, c'est un deuil, peut-être, par rapport aux gens de la ville qui sont originaires d'ici, qui ont vécu toute leur vie ici, qui ont travaillé ici de génération en génération. Pour la ville, bien, c'est sûr que c'est un gros coup. Il faut remarquer, il y a des retraités qui sont ici, puis c'est normal, qui ont travaillé eux autres aussi. Parce que c'est une usine qui a eu 4 générations. C'est au-delà de 100 ans, les bâtiments qu'ils ont. C'est la vie qui est comme ça pour tout le monde. Puis on regarde pas moins de se mettre la tête dans l'eau. Tu roules les journaux, tout ce que tu vois, c'est des pertes d'emploi, des pertes d'emploi, des pertes d'emploi. Il n'y a pas d'autres grandes entreprises comme celle-là ici. C'est des petites entreprises. Puis ces petites entreprises-là aussi vont être affectées par le fait même, parce que ça a des répercussions sur tout le monde. Si tout le monde vit dans l'insécurité, ou il y a la moitié de la ville qui est affectée par cette fermeture-là, automatiquement, ils vont dépenser moins dans les restaurants, tous les petits commerces vont être touchés. C'est toujours une question d'économie. Puis là, bon, il est rendu que ça va tout croche partout.
sais, le jeune qui sort de l'université, là, avec un bac en dessous du bras, là, il n'est même pas capable de se trouver de l'ouvrage. Tu sais, c'est pas encourageant pour le jeune. Donc, c'est ça, ça va y aller tranquillement. Il va falloir que la société change. Je sais pas quoi, là, tu sais. C'est le problème du 21e siècle, un monde individualiste qui ne se parle plus. Vous savez, en Amérique du Nord, on vit dans une espèce de rêve qui nous dit que le mérite va au plus travaillant, qu'on peut se construire nous-mêmes, qu'on est les seuls maîtres de nos destinées, de point de vue individuel. C'est un peu le rêve américain, quand on veut, on peut et tout ça. Malheureusement, les faits démentent ce rêve-là. C'est un imaginaire très efficace pour faire adhérer les gens au projet néolibéral et au projet capitaliste. Tu choisis pas d'être pauvre d'une certaine façon, tu sais, ça dépend à qui, mais il y en a que ils n'ont pas décidé, ils n'ont pas voulu être pauvres, tu sais. Pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'il y en a qui ont certains problèmes qui font en sorte qu'ils peuvent pas avoir un secondaire. Alors s'ils font un métier qui est semi-spécialisé, qui n'est pas un métier payant, ils sont pas à cause de ça, mais on peut pas dire que c'est de leur faute, tu sais. C'est pas de ma faute s'il est pauvre, c'est de la sienne. C'est de prendre les difficultés, puis de s'en laver les mains, puis de justement d'oublier qu'une société, c'est tous les maillons d'une chaîne. Les gens font les efforts qu'ils peuvent faire. S'il y en a qui sont pas capables d'accéder à tel niveau, ça ne veut pas dire que le niveau qu'ils atteignent, il vaut rien. T'sais. Mais des fois, on vend le tout ou rien. Il faudrait tout avoir le même standard de vie, mais ça marche pas de même. De toute façon, l'ultra standard, il ne reviendra plus à la classe moyenne pauvre. Il n'existe plus pour nous autres. Il va être de plus en plus confiné si on dit rien, si on fait rien. Il va être réservé à quelques personnes. On le voit de plus en plus. Avant, tu avais les pauvres, les moyens et les riches. À cette heure-là, tu sois pauvre ou riche. T'as plus milieu. Fait que, tu sais, t'es pauvre, mais t'essaies de t'en sortir, mais au lieu de t'aider, c'est qu'il t'écrase. Je pense que la pauvreté, il va tout le temps en avoir. Je pense que le monde le savent qu'il y en a. Le monde, je parle du monde qui ont de l'argent puis qui pourrait faire des changements majeurs. Je pense qu'ils s'en foutent. Ils sont bien contents qu'il y en ait des pauvres pour qu'eux autres soient riches. Puis c'est ça qui fait fonctionner le système aussi. Puis je pense de ne pas se sentir un membre actif et productif, ça ajuste la dignité en tant qu'être humain. Quand il y a une perte de dignité, ce qu'on voit, il y a une perte d'espoir. Quand il y a une perte d'espoir, bien, il y a une grande perte de motivation puis de sens à ta place dans ce système-là, cette société-là, puis cette communauté-là. Il faut voir l'humain comme ce qu'il est, un être avec plein de potentiel, avec des possibilités de changer ses situations. Et c'est ça qu'on souhaite aux gens qui sont en situation de pauvreté, qu'ils puissent se mobiliser avec d'autres partenaires pour améliorer leur situation. Je peux pas concevoir que quelqu'un est heureux s'il reste, mettons, dans un quartier ou une ville où tout le monde est malheureux. C'est impossible. On est heureux parce qu'on vit dans une société où les gens sont heureux. Puis les sociétés qui sont heureuses, c'est les sociétés qui sont les plus égalitaires. C'est simple, hein, pourtant. Puis on a tous les moyens de faire ça.